Bonsoir à tous. À la une de ce journal, encore un cri de détresse. Des femmes camerounaises maltraitées et réduites en esclavage au Koweït. Des scènes d'exploitation humaine qui provoquent un tollé général et une vague d'indignation. Des célébrités noires, des Africains désabusés protestent contre cette nouvelle forme de racisme devant l'ambassade du Koweït à Paris. Au-delà de ces manifestations, que deviennent ces femmes meurtries dans leur chair, maltraitées dans ce pays arabe du Golfe Persique? C'est le dossier du 20h ce jour. Dans l'actualité également, le ministre des Sports qui joue la course contre la montre, le gouvernement qui mise sur l'organisation de la CAN 2019 et où en est-on avec les différents chantiers et les infrastructures sportives qui doivent abriter cette compétition dans la ville de Douala? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Et au ministère des Finances, après le toilettage profond, les réformes engagées peuvent-elles améliorer les performances de ce ministère qui joue un rôle stratégique dans la mise en œuvre des réformes économiques et financières? Paul Motazé s'est montré ferme à l'endroit des nouveaux personnels placés à des postes stratégiques au cœur du ministère des Finances. C'est l'enquête du 20h ce jour. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, l'écho de campagne avec Akeremouna qui déclare ses biens face à la presse. Il a présenté à la fois son bilan de santé, mais aussi les différents biens, immeubles qu'il détient afin de montrer qu'il est l'homme politique, l'un des plus transparents dans le cadre de cette élection présidentielle. Il a également dévoilé sa stratégie de campagne électorale. Des précisions avec Élisée Bogba et Aïk Cyril. En pleine campagne électorale, Maître Akeremouna veut prêcher par l'exemple. Le candidat du FPD à l'élection présidentielle procède à la déclaration de ses biens conformément à l'article 66 de la Constitution. Fidèle à ce que j'ai toujours fait, aujourd'hui on donnait un dossier de presse qui contient la déclaration de mes biens. J'ai commencé ce combat en 90. Un ministre, même je le nomme, Issa Chiroma, avait dit à mes collègues qui vont remplacer à travers international que jamais on ne va le faire au Cameroun. Chacun soit responsable devant l'histoire. Moi, je vais faire ma part. Donc aujourd'hui, on donnait un dossier qui contient déclaration des biens. A versé dans ce dossier également une attestation de non-redevance, doublée d'une lettre de félicitations délivrée par les services des impôts. Le leader du mouvement Nantes administre la preuve selon laquelle il paye régulièrement ses impôts au Cameroun. J'ai un document ici, je ne vais pas vous donner un autre, qui date de 2015-2016. Lettre de félicitations par la direction des impôts. Il dit, par votre comportement déclaratif exemplaire au cours de l'année exercice 2005, vous êtes illustré parmi les meilleurs contribuables du centre, en effet. Parce que je paye mes impôts. Pour diriger le Cameroun, il faut être en bonne santé, pense le candidat. Face aux hommes et femmes de médias, Akeremouna brandit un bulletin de santé daté du 15 septembre 2018 et qui porte l'en-tête de l'hôpital central de Yaoundé. Le candidat, qui dit être déjà à 1 480 000 $ de dépenses pour sa campagne, explique pourquoi il a refusé de prendre les 15 millions de francs CFA offerts par les pouvoirs publics. Les gens nous prennent 50 milliards pour les élections. On n'a pas aucune ventilation de ce qu'on va faire de ça. Et subitement, on demandait de payer 30 millions au trésor public. Et il devient subitement transparent. 15 millions par chaque candidat. Allez vous aligner, on va vous donner ça en espèces. Et finalement, de qui se moque-t-on? Comment est-ce que l'argent est arrivé à la tête? Qui n'était pas aucunement dans le processus. Candidat du FPD à la présidentielle du 7 octobre 2018, Maître Akeremouna, qui veut montrer sa bonne foi, entame par Sangmilima et Ebolova dans la région du Sud, une tournée qui va le conduire sur l'ensemble du territoire national. Parlons à présent de Franklin Difo, ce pasteur candidat
à l'élection présidentielle qui invite les Camerounais à voter pour lui, pour une transformation, dit-il, profonde du Cameroun sur le plan économique, culturel, social et politique. Il a mobilisé des sympathisants, militants et autres curieux au stade Sikam à Douala. Reportage Mitterrandam et Flavien Valondongo. Le nouveau Cameroun, le plus belle, dans ce cas, Arrivé à bord d'un véhicule, sous forte escorte et au milieu d'une marée humaine qui envahit le stade de la cité Sikam à Douala ce lundi, le candidat Franklin Difort. Il ne faut pas me confondre avec les politiciens parce qu'il y a la différence entre un homme de vérité et un politicien. Celui qui dit être l'envoyé de Dieu a réussi à entraîner dans cet espace public sympathisants, simples curieux et fidèles des églises de réveil. Puisqu'il a en train de faire les œuvres de Dieu et on veut l'encourager dans ses lancers. Puisqu'il nous a fait comprendre que c'est Dieu qui l'a révélé et que nous on le soutient dans cette lancée. J'ai la condition que comme un homme de Dieu peut venir changer puisqu'on attend de la paix et la paix va de Dieu. Selon ce qu'il dit, c'est que c'est le Seigneur qui lui a appelé pour changer le Cameroun et nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un devoir. Le candidat qui prône le changement de mentalité pense qu'il faut tout d'abord exorciser l'administration camerounaise, gangrénée par des mots divers. Je veux d'abord tirer l'attention de l'administration camerounaise. Si l'administration a passé son temps d'abord à jouer, ce n'est plus le moment maintenant. C'est le moment de la réalité au Cameroun. Le message de séduction et de recrutement de l'électorat véhiculé par Franklin Difort, candidat au scrutin du 7 octobre prochain, a également été passé à la population présente à travers des chansons véhiculées par des chorales. Bien avant le meeting de la cité Sikam à Douala, la caravane s'est ébranlée dans plusieurs artères de la capitale économique du Cameroun. Toujours dans cet écho de campagne, Joshua aussi, qui était dans la ville de Menganga. En début de journée, le candidat du SDF a invité les populations à lui accorder leur suffrage afin de lui donner la possibilité de mettre en application son programme de société qui consiste à améliorer leurs conditions de vie. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Joshua aussi a terminé son 4e jour de campagne dans la ville de Menganga, dans la Damawa. Devant les populations, le candidat du Social Democratic Front est resté sur la nécessité d'opter pour le changement en votant pour lui et lui donner ainsi la possibilité de mettre en œuvre son programme. Il vise pour l'essentiel à travailler pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Joshua aussi a salué le courage et la bravoure des populations de la région de la Damawa, tout en regrettant que le régime actuel abandonne la plupart d'entre elles dans des conditions de vie difficiles. Sur ce, il a réitéré sa promesse de créer des emplois et de fixer le SMIC à 160 000 francs CFA pour leur offrir des conditions de vie meilleures. Lundi, Joshua aussi a passé le même message à Bankim et à Bagno. Après la Damawa, le candidat du SDF devrait se rendre dans plusieurs villes de la région de l'Est pour des meetings. Et s'agissant de Serge Espoir Matomba, candidat du PURS à l'élection présidentielle, il poursuit sa campagne électorale à Ndikimineki et Nituku après avoir justement échangé avec les jeunes. Vous le voyez en images qui discutent et tentent de convaincre ces jeunes et ces populations sur son programme et les perspectives de développement économique du Cameroun s'il est élu 3e président de la République. Serge Espoir Matomba, candidat du PURS à l'élection présidentielle. Et parlons du lancement de la campagne du RDPC dans la section RDPC D Sud. Les militants et militantes du parti au pouvoir se sont mobilisés et entendent faire une razzia en faveur de leur candidat Paul Biya. Reportage Jérôme Narcisse Sabzé. La rampe de lancement de la campagne du RDPC dans la section des Sud à l'ouest du Cameroun aura été un ralliement collectif des fils et filles de cet arrondissement pour un plébiscite de Paul Biya le 7 octobre prochain. Satisfaction sur l'adhésion totale de tout notre militant. Je peux déjà dire que ce qui va suivre, ça sera la victoire de Paul Biya, le soir du 7 octobre 2020. En chœur, les fils et filles de l'arrondissement de Tonga ont entonné l'hymne de la victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre prochain.
Il est question, d'après M. Mbeminyanga, vice-président de la commission communale de Tonga, d'organiser une razzia de voix pour porter Paul Biya en triomphe au soir du scrutin. Nous sommes fiers du président Paul Biya. C'est pour ça que nous sommes venus massivement, avec beaucoup d'enthousiasme, préparer sa campagne au soir du 7 octobre. Il soit le vainqueur, non seulement le vainqueur, mais le vainqueur avec la manière, avec une majorité écrasante. Vous avez suivi les discours des uns et des autres ici. Il en ressort à l'unanimité que nous sommes tous comme un seul homme derrière le président Paul Biya qui nous a tant donné. Ce lancement a consisté, pour le reste, à formuler des orientations sur la méthode de travail et l'organisation pratique de déploiement sur le terrain. À ce sujet, l'honorable Jean Codefeuteur, président de la commission communale de Tonga, a été clair. Il est incontestable notre candidat et nous devons lui donner un vote à 100% à cette élection présidentielle. D'ailleurs, vous devez le savoir, nous avons fait l'appel à candidature à notre président et il a accepté de se présenter. C'est à nous maintenant, n'est-ce pas, de le plébisciter et lui donner le vote qu'il mérite. Ce n'est plus que est-ce qu'il va gagner à quel taux de pourcentage, parce que ce qui est sûr, il a toujours gagné et il va gagner. Mais nous lui avons dit, vraiment, il faut que vous vous présentez, monsieur le président, pour nous, afin que nous soyons rassurés pour ce pays dont les ennemis de notre pays cherchent à le déstabiliser. Alors que nous avons un sage, un grand homme qui doit nous honorer, se présenter pour le plébiscite et qui conduise le bateau camerounais. Il est rappelé que la session RDP-CND Sud est dotée d'environ 50 sous-sessions. Un appel de fonds dans l'optique de rendre plus fluide et davantage efficace les descentes sur le terrain a été fait. L'honorable Jean Codefeuteur a bouclé ce meeting en insistant sur la remontée minute by minute des rapports, tout en recommandant à ses lieutenants d'oublier le sommeil durant les 2 prochaines semaines. Et s'agissant de Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle, il est déjà dans la région du soleil levant pour battre campagne. Après une journée de repos, Maurice Kamto et son équipe comptent faire le tour de plusieurs localités à Ayos, à Mbamban, Ndoumé et Bertois. Une tournée qui était initialement prévue hier, mais décalée ce jour en raison du repos pour le candidat et son équipe qui avait regagné Yaoundé hier au petit matin après l'étape de Douala et d'Ezeka. Toujours dans ce chapitre politique, les femmes se mobilisent pour être des observatrices durant le scrutin présidentiel aux côtés des autres scrutateurs attendus dans les différents bureaux de vote. Quels sont les mécanismes et les techniques d'observation électorale pour l'implication de ces femmes? Élément de réponse avec Dallas Tiana et Julingue Nyondé. Bien qu'étant absente de la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 7 octobre prochain, les femmes comptent faire entendre leur voix en jouant le rôle d'observateurs dans les différents bureaux de vote. Elles veulent accompagner les scrutateurs dans leur mission et veiller au bon déroulement du processus électoral. Les scrutateurs viennent scruter, comme vous voyez. Regardez, ils représentent un candidat ou un parti, voir si leurs intérêts sont pris en compte dans l'activité, l'action qui est en train de se passer, qui est pour ce cas le vote. Or, nous ne venons pas voir si tel ou tel parti est en train de rayer, de bourrer, de tricher. Nous voulons tout simplement voir s'il y a des femmes dans ces scrutateurs. Dans le cadre d'une rencontre de sensibilisation des femmes sur leur implication dans le jeu politique, il est important de former ces dernières pour une meilleure maîtrise des opérations de vote pour les échéances à venir, affirment les organisateurs. Les femmes ne s'engagent pas beaucoup en politique dans le sens d'être élues et on a compris que la méconnaissance du processus électoral était une des défaillances, un blocage pour elles. Le jour du vote, c'est une étape de ce processus électoral, une étape importante où le 7 octobre, nous allons pouvoir observer l'implication des femmes dans les bureaux de vote. La formation qui se tient à Douala vise à améliorer la prise en compte du genre dans toutes les différentes étapes du processus électoral et accroître ainsi la présence des femmes dans les instances décisionnelles au Cameroun,
à travers les élections. Elle rêvait d'une vie meilleure et d'un épanouissement professionnel au Koweït, un pays arabe situé dans le Golfe Persique et connu pour ses richesses pétrolières, mais l'envers du décor est cruel. À la recherche d'un travail, ces femmes camerounaises sont maltraitées, dénigrées et exploitées à la limite de l'esclavage. L'une d'entre elles, une Camerounaise traumatisée, a surpassé ses douleurs pour livrer un témoignage troublant sur ces scènes d'exploitation humaine, une vidéo devenue virale à travers le monde. Ces femmes aujourd'hui dans un centre social qui peine à survivre. Nos reporters Gladys Sidji et Séverin Tchouban ont pu capter ces cris de détresse de ces femmes traumatisées et maltraitées au Koweït. Reportage. Quand le paradis se transforme en enfer, cela pourrait être le titre d'un film d'horreur. Mais loin d'être une fiction, c'est la triste réalité vécue par des Camerounaises au Koweït. Elles sont 11 à envoyer le signal de détresse. Elles sont traitées en esclaves dans un pays où elles pensaient trouver fortune. Je viens faire cette vidéo ce soir parce qu'on est fatigué. Nous avons quitté nos familles, nos enfants pour arriver jusqu'ici au Koweït. Ce sont nos frères qui nous ont dit qu'on vient ici, on va travailler, ménager, on va gagner beaucoup d'argent. On s'est lancé. En venant ici, on ne savait pas ce que nous attendait. On ne savait vraiment pas. Le beau cliché qui leur avait été présenté au départ du Cameroun s'est rapidement transformé en cauchemar. Elles ont été vendues. Nous sommes arrivés ici, on nous a vendus aux familles où nous allons travailler. Là-bas, on ne dormait pas, on ne dort pas, on frappe sur nous. Nous travaillons comme des robots. Tu ne dois pas te plaindre. Pour eux, c'est que tu es un esclave. L'esclave est appelé à travailler à tout moment, à toute heure. Tu tombes malade, ils ne t'amènent pas à l'hôpital. Travail acharné, sévices corporels, maltraitance. Quand tu ne supportes pas, tu fuis. Et quand tu appelles l'office, les gens qui se sont chargés pour que nous arrivions, tu ne dois pas fuir. Il faut rester. Il faut supporter. Reste, supporte. Ça va finir. Quand tu te plains, même tu dis ça ne va pas. On me tape, je suis malade. Il dit non, c'est comme ça ici. Pourtant, au départ, c'est pas ce qu'ils nous ont dit. Voilà ce à quoi elles ont été confrontées dans leur famille d'accueil au Koweït avant de s'enfuir pour trouver refuge dans ce bâtiment. Entassées dans une salle, elles reçoivent à peine de quoi manger au quotidien. L'état de santé de plusieurs d'entre elles est critique. Nous sommes arrivés dans cette maison aussi, on appelle ici le shelter. C'est dans cette maison en entrant ici maintenant que tu trouves que tu as aussi d'autres sœurs africaines qui sont ici. Comme la chambre ici, ce sont des Camerounaises qui ont aussi fui, qui ne supportaient pas la torture. Nous ne mangeons pas bien. Nous avons manqué de sang. Nous avons des sœurs. Ils sont deux là qui sont couchées, très graves. On fait l'effort pour qu'elles se lèvent, elles essayent un peu de manger. Elles n'arrivent pas. Le Cameroun n'ayant pas d'ambassade au Koweït, c'est en Arabie Saoudite que la procédure d'obtention des laissez-passer a été entamée par un passeur dont elles sont sans nouvelles depuis déjà 3 mois. Et la maison où nous sommes ici, là, ils ont lancé une procédure pour que nous puissions rentrer. Et ils ont dit tout ce qu'ils peuvent faire. Comme nos familles ont confisqué nos papiers, nos passeports, ils ont décidé qu'ils vont faire maintenant de leur mieux pour que nous retournons. Il fallait que nous, de nous-mêmes, on fasse des laissez-passer. Et nous n'avons pas l'ambassade ici là, au Koweït. Nous n'avons pas l'ambassade du Cameroun ici au Koweït. On a contacté un monsieur qui nous a dit qu'il va nous aider pour envoyer. On l'a contacté, il a déjà envoyé. Depuis, nous attendons. Ça fait 3 mois déjà. Ces Camerounaises en détresse au Koweït n'ont qu'un seul souhait, retourner au pays natal. Nous voulons rentrer chez nous. Nous vous plaidons, chers membres du gouvernement, aidez-nous, faites quelque chose pour nous. Il faut nous aider, essayez de faire quelque chose pour nous. Nous prions les hommes de bonne volonté.
Ce n'est pas la première fois qu'un tel trafic humain est mis en lumière au Moyen-Orient. Et le cas échéant, le Koweït semble insensible aux nombreuses protestations et accusations, laissant en situation d'esclavage moderne entre 200 000 et 600 000 de leurs résidents. Cette vidéo devenue virale à travers le monde a mobilisé des célébrités noires, des Africains désabusés devant l'ambassade du Koweït à Paris en France. Ce matin, ils étaient nombreux à protester contre cette nouvelle forme de racisme. Ils ont exigé la libération de ces femmes africaines maltraitées dans ce pays. Des précisions avec Jean-Paul Chouniat. Regroupés devant l'ambassade du Koweït à Paris, des militants de la Ligue de défense noire manifestent contre le refus des autorités de cette représentation diplomatique de recevoir leur pétition, dénonçant la maltraitance d'une dizaine de jeunes femmes noires africaines, parmi lesquelles des Camerounaises employées dans ce pays du Golfe arabo-persique. L'ambassadeur ne souhaite pas recevoir ce courrier qui, pourtant, il y avait un vrai dialogue qui aurait pu s'instaurer. Ils savent que ce qu'ils commettent est un crime contre l'humanité, c'est à la fois devant les instances internationales. Et parmi les voix qui condamnent fermement l'indifférence des diplomates koweïtiens, celle de Claudie Siard, l'animateur de Radio France Internationale, qualifie de mépris total l'attitude de l'ambassade du Koweït à Paris, le silence de la diplomatie française et la communauté internationale. La diplomatie française devrait pouvoir intervenir en disant nos concitoyens français, quelle que soit la couleur de leur peau, nos concitoyens français ne supportent plus que vous, dans votre pays, eh bien, mettiez en esclavage des femmes, des hommes et des enfants. Depuis le déclenchement de multiples atteintes aux droits humains de ces ménagères et domestiques noirs, aucun dirigeant africain, encore moins ONG du continent, n'a levé le petit doigt pour dénoncer et condamner cet esclavage au XXIe siècle, devenu monnaie courante dans les pays arabes. Libérez nos sœurs! Libérez nos sœurs! Après cette vidéo devenue virale, le gouvernement camerounais a réagi. Il fait savoir dans un communiqué signé du ministre des Relations extérieures qu'il y a une prise en charge de ces femmes camerounaises en détresse par le département des affaires sociales du Koweït. Les autorités camerounaises précisent qu'elles ont déjà délivré des laissez-passer pour ces femmes camerounaises afin de faciliter leur retour au Cameroun d'ici le 10 octobre 2018. Le gouvernement fait savoir que ces scènes de maltraitance restent une préoccupation majeure pour le gouvernement camerounais. Dans ce communiqué, le ministre des Relations extérieures fait savoir que plusieurs discussions ont été engagées avec les pays du Moyen-Orient au sujet des conditions de travail des Africains dans ces pays-là. Le gouvernement précise que plus de 2000 Camerounais ont été rapatriés grâce au partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour les migrations. Cependant, le ministre des Relations extérieures sensibilise les Camerounais sur ces pièges tendus par des vendeurs d'illusions qui contribuent à les exposer aux pièges des employeurs véreux dans ces pays du Moyen-Orient. Un toilettage profond au cœur du ministère des Finances est-il suffisant pour mettre fin au goulot d'étranglement qui plombe l'inefficacité de l'administration publique? Louis-Paul Motazé s'est montré ferme à l'endroit des personnels récemment nommés à des postes stratégiques au ministère des Finances. Ils ont été appelés à une gestion efficace des finances publiques en mettant fin aux mauvaises pratiques. Le ministre des Finances, conscient des risques élevés d'endettement du Cameroun, a expliqué également l'enjeu de la diversification de l'économie et la mobilisation des recettes non pétrolières pour relever le défi lié au financement des projets de développement sans recourir aux bailleurs de fonds. Et parlons de ces projets infrastructurels au Cameroun, notamment dans le cadre de l'organisation de la CAN 2019. Où en est-on avec ces infrastructures sportives qui doivent abriter cette compétition dans la ville de Douala? Le ministre des Sports, Ismaël Bidunkwat, est allé s'enquérir de l'évolution des différents chantiers dans la ville de Douala. Compte rendu, Nana Paul Sabin. Sans casque de sécurité, le ministre des Sports, Pierre Ismaël Bidunkwat, a débarqué sur les carcasses du mythique stade de la réunification de Bépanda Omnisport. Le patron des sports et sa suite découvrent que les poutres de la vieille tribune tombée en ruine semblent encore avoir de beaux jours devant elle, tout comme une partie des gradins défraîchis et les travaux de terrassement autour et dans le stade qui nourrissent des inquiétudes quant au respect des délais de livraison.
À marge de ces vestiges, les nouveaux gradins déjà posés sur une partie du stade affichent fière allure. Les ouvriers s'activent jour et nuit pour la phase finale de la CAN 72. Nous répondons à l'engagement du Cameroun pour répondre aux exigences de la CAF et nous respectons nos délais à aujourd'hui. En termes d'effectifs, nous avons dépassé les 1000 employés de la journée et nous travaillons 7 jours sur 7 avec plus de 300 personnes la nuit où nous produisons toute la période béton. Les stades d'entraînement de Bonamoussadi et de Mbappé-Lépé au quartier Aqua sont aussi les infrastructures sportives à rénover pour la CAN 2019. Mais, contrairement à l'antre mythique de Bepanda Omnisport où le taux de réalisation est à moins de 60%, les travaux se déroulent de manière satisfaisante dans les 2 stades d'entraînement. Les aires de jeu affichent une superbe pelouse verte. Reste attendu la construction des tribunes. Quand la CAF arrivera, vous aurez l'aire de jeu, je me résume, l'aire de jeu est prête à 100% pour la CAF. Les bâtiments administratifs, les vestiaires et tout le reste également sont prêts. Tout ce qui manque, c'est l'eau technologique. L'eau technologique, normalement, tout est déjà dans les bateaux et arrive au Cameroun, comme j'ai dit précédemment, le 5 novembre ou plus tard le 10 et qui est monté en 10 jours. Donc, quand la CAF arrivera, ils verront, comme je l'ai expliqué, tout ce qui, leurs exigences seront déjà respectées à 100%. La tournée du ministre des Sports dans les différents chantiers du site de Douala a commencé par le futur stade de 50 000 places de Japoma, où le taux de réalisation est estimé par les experts à 70%. Satisfaisant, à 9 mois environ, du coup d'envoi de la phase finale de la CAN Cameroun 2019. Un public reportage dans ce journal, la Fondation Orange Cameroun qui vient de réhabiliter les bâtiments de l'école publique de Makom Lokbako dans le département de la Sanaga-Maritime. Les élèves de cette école ont également désormais à leur disposition des toilettes nouvellement construites pour leur hygiène et confort. Reportage. En plein cœur de l'arrondissement de Pouma dans la Sanaga-Maritime se dresse le village Makom Lokbako. Ce jour est jour de fête. À l'initiative de l'association Action Plus Féminine Bicok, l'entreprise citoyenne Orange Cameroun, à travers la Fondation Orange, a réhabilité l'école publique du coin qui tombait en ruine et construit des toilettes pour le bon épanouissement des élèves. La cérémonie d'inauguration de ces infrastructures a drainé beaucoup de monde avec au premier rang le prophète de la Sanaga-Maritime qui représentait le gouverneur de la région du littoral. 3 salles de classe ont été entièrement rénovées et équipées de tables-bancs par la Fondation Orange Cameroun. Une initiative saluée par les élèves et les responsables de l'école publique de Makop Lokbako. Je dis merci à Action Plus et à la Fondation Orange. Nous avons été dans beaucoup de souffrances pour apporter les connaissances à ces jeunes apprenants. Étant donné la qualité des infrastructures, le cadre de travail. Mais maintenant que c'est là et que j'ai les clés, je suis comblé. Et il me reste à faire le travail pour lequel je suis appelé, apporter les connaissances à ces enfants. Soucieux de voir les élèves s'instruire dans un environnement viable, l'association Action Plus Féminine Bicok n'a pas hésité à saisir la Fondation Orange Cameroun pour voler à leur secours. Lorsque nous avons demandé le soutien d'Orange Cameroun, et ils n'ont pas vraiment lésiné. Et l'accord est venu dans les jours qui suivaient. Nous croyons que lorsqu'on met les enfants dans de meilleures conditions pour recevoir la connaissance, ça peut booster beaucoup de choses et avoir un plus dans leur vie. En répondant favorablement à cet appel, la Fondation Orange Cameroun est restée fidèle à ses principes qui consistent à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Depuis la création de la Fondation Orange en 2009, l'entreprise citoyenne Orange, à travers cette fondation justement, soutient l'amélioration de la qualité de l'éducation au Cameroun. Et cela passe par l'amélioration des infrastructures pour permettre aux élèves et enseignants d'être dans un cadre décent. Aussi par des actions telles les dons des livres scolaires, la dotation en école, des écoles en tablettes et autres matériels numériques, tous pour atteindre l'objectif d'une amélioration de la qualité de l'éducation au Cameroun. Les pouvoirs publics, ouverts à cette complémentarité, se félicitent de cette énième action entreprise par la Fondation Orange Cameroun. Une école rénovée doit pouvoir permettre aux enfants d'avoir un meilleur cadre de travail et d'apprendre mieux et d'être plus performants. D'autant qu'à travers plus de tables bancs,
on a ajouté des latrines qui vont augmenter le confort des élèves. C'est le lieu de dire merci et de savoir gré à l'association Action Plus des femmes de Bicoque, qui est initiatrice de ce projet, et également à la Fondation Orange Cameroun qui a supporté ce projet. L'entreprise citoyenne et sa fondation poursuivent ainsi leurs actions menant en faveur des populations camerounaises. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir pour le débrief du journal. Serge Alain. Maître Akeremouna met en pratique l'article 66 de la loi fondamentale du Cameroun. Il se présente désormais comme l'homme politique le plus transparent dans cette course à la présidentielle, en déclarant ses biens, mais aussi en démontrant qu'il a plusieurs fois été félicité par les services des impôts au Cameroun, argument de campagne au moment où il décline sa stratégie pour aller à la conquête des suffrages des électeurs pour le 7 octobre prochain. Difford Franklin Afanui fait lui aussi foule au stade Sikam à Douala. Le stade Sikam, qui n'est pas l'exclusivité de certains candidats à l'élection présidentielle, lui aussi qui a démontré sa capacité de mobilisation des Camerounais autour de ces meetings. Cependant, il faut rester prudent. Cette mobilisation permet-elle à elle tout seule d'évaluer les capacités de ces candidats à se démarquer après les résultats du 7 octobre prochain? L'on attend de voir. Serge Alain. Voilà des Camerounaises esclaves au Koweït. Le gouvernement camerounais qui n'est pas resté indifférent à ce cri de détresse de ces femmes camerounaises maltraitées au Koweït. Une vidéo devenue virale. Vous avez vu comment des célébrités africaines se sont mobilisées à Paris pour dénoncer ces cas de maltraitance qui se multiplient dans ce pays sans qu'il n'y ait de réaction officielle. Mais le gouvernement fait savoir que ces femmes camerounaises ont été prises en charge et elles pourront rentrer au Cameroun d'ici le 10 octobre 2018. Le gouvernement qui s'active pour leur retour au bercail. Serge Alain. Voilà l'essentiel du débrief. Vous l'avez vu, madame, monsieur. Bonne soirée à vous, Cédric Noufélé. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Voilà, dans un instant, le débrief, toujours en compagnie des experts. Ce sera après cet intermède.